Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture sur la chaîne. J'ai de nouveau 6 titres à vous présenter. Il y a un petit peu de tout comme d'habitude. Vous savez que c'est assez éclectique, donc je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par de la poésie. C'est quelque chose que je vous présente assez peu sur la chaîne, mais il y a peu, je me suis procuré Violette sur l'herbe à la renverse de Lana Del Rey. Lana Del Rey, vous la connaissez certainement pour toute sa création musicale, pour toutes ses chansons, pour ses performances sur scène également. Bref, c'est vraiment une artiste accomplie qui a aujourd'hui 38 ans, me semble-t-il, et qui, à l'âge de 33 ans, a rédigé un certain nombre de poèmes qui sont ici réunis dans un recueil que je trouve déjà très élégant d'une part, mais également très rétro avec un côté très vintage. Donc vous avez toujours un texte et une photo ensuite. La plupart de ces photos, ce sont des paysages ou des choses un petit peu plus inattendues, des éléments du quotidien, des lieux que Lana Del Rey finalement rencontre assez souvent dans son environnement proche. Vous avez également des choses qui vont plus s'apparenter à l'univers du théâtre ou du cinéma. Et donc vous avez un certain nombre de textes, à savoir que vous avez des vers libres, vous avez une poésie également un peu plus stricte par moment, et vous avez aussi donc des haïkus. Donc c'est un recueil finalement assez varié, assez riche, et personnellement j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Non pas pour sa finesse dans l'écriture, parce que je trouve qu'il y a certaines choses qui sont finalement assez enfantines même parfois, mais c'est ce qui fait tout le charme de ce titre. Véritablement, je trouve que Lana Del Rey propose ici une poésie qui est d'une pureté assez impressionnante. J'ai adoré la référence à beaucoup de lieux existants qui font partie, donc comme je le disais, du quotidien, de son quotidien, et qui permettent une immersion d'autant plus puissante dans sa psyché, dans son intériorité, et de voir un petit peu à quel point elle peut être touchée, brisée sur certains sujets, et à quel point la célébrité finalement n'enlève rien de toutes les réflexions humaines qu'elle peut avoir, de sa position de femme aussi, mais également des relations qu'elle peut avoir aux autres, du sentiment amoureux, des déceptions amoureuses aussi. Bref, c'est vraiment quelque chose de très complet, de très dense, et je vous assure que ces références à des lieux que je ne connaissais pas forcément m'ont fait faire de multiples recherches en ligne, et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de lieux dont on ignorait l'existence, qui faisaient partie du quotidien de tellement de personnes, et qui à nos yeux ne sont finalement qui à nos yeux n'existent même pas. Et j'ai trouvé ça très beau, très puissant, l'idée de pouvoir lire tout un tas de personnes qui fréquentent des lieux que je ne connaîtrai jamais, que je ne rencontrerai jamais, et qui pourtant pour eux sont si familiers, toutes ces expériences de vie finalement qu'on fait, qui sont à la fois communes et différentes. C'était très très beau. Alors ce n'est peut-être pas la volonté de l'autrice ici, mais j'ai trouvé que c'était un gros plus, une grosse plus-value de ce titre. C'était vraiment cette espèce de prise de conscience du fait que la quotidienneté d'une personne, c'est l'étrangeté pour une autre. J'ai adoré ce côté-là, vraiment. Et puis Lana Del Rey, elle vit en Californie, donc c'est vraiment radicalement différent de ce que moi je peux vivre, radicalement différent de ce que beaucoup de personnes en France peuvent vivre, je pense aussi. Et même l'expérience qu'elle en fait n'est pas celle qu'on peut voir dans les films, qu'on peut voir au cinéma, et qui finalement a quelque chose de familier, même si ce n'est pas une fréquentation physique, palpable et réelle que nous faisons lorsque nous voyons un film. Nous ne sommes pas en Californie, mais nous avons, je dirais, un imaginaire grossier de ce que ça pourrait être. La description qu'elle en fait, c'est pas ça. Elle parle beaucoup des usines, elle parle beaucoup des routes, elle parle beaucoup de choses qui sont beaucoup plus random, beaucoup plus quotidiennes finalement, et ça c'était vraiment génial. J'ai trouvé que c'était vraiment un très bel ouvrage, et je vous recommande de le découvrir si vous aimez déjà ce que fait Lana Del Rey d'une part, mais également que vous voulez lire une poésie moderne, enfantine, honnête et pure. Il y a vraiment tout ça dans Violette sur l'herbe à la renverse, et vous savez que je suis une amoureuse des titres, et que je trouve ce titre vraiment, vraiment, vraiment très beau, et je trouve qu'il est très représentatif de ce qu'on peut trouver dans cette œuvre. Je continue avec quelque chose de différent, mais je vais vous dire ça pour tous les titres, donc je vais m'abstenir de le souligner systématiquement. Gris comme le cœur des indifférents de Pascaline Nolo, publié chez Scrinéo. C'est un ouvrage dont je vais pouvoir vous parler finalement assez
précisément en ce sens que je l'ai terminé il y a très très peu. En revanche, je n'ai donc pas eu le temps de le mûrir puisque je l'ai terminé hier, me semble-t-il. Donc nécessairement, je n'ai pas de recul forcément très important sur ce titre. D'une part, vous savez que j'affectionne tout particulièrement le travail de Pascaline Nolo, notamment pour ce qu'elle a fait dans Rouge, qui était publié chez Gulfstream, qui est un ouvrage que je trouve fascinant, qui reprend quelques éléments de certains contes un petit peu obscurs, mais qui parlent surtout de féminité, d'agression sexuelle, de choses très obscures, mais voilà, qui présente ça à un public young adulte ou adolescent, et c'est vraiment très très bien fait. Vraiment, je ne peux que encore une fois saluer le talent de Pascaline Nolo, qui ici aussi nous propose un ouvrage engagé, cette fois-ci sur la thématique des femmes battues et du point de vue d'une adolescente. Donc nous suivons... alors, comment elle s'appelle ? Nous suivons Lyra qui a 15 ans, qui assiste à de multiples reprises aux agressions de son père sur sa mère et qui va essayer donc de défendre sa maman finalement et de la sortir de cette situation-là en faisant appel à plusieurs éléments extérieurs, je dirais, et qui va se retrouver finalement prisonnière de ce cercle de la violence et qui ne va pas réussir forcément à rompre l'emprise que son père va pouvoir avoir sur sa famille. C'est un ouvrage qui est extrêmement bref, je vous montre un petit peu la typographie, c'est comme vous pouvez le voir extrêmement aéré. C'est un ouvrage qui fait une centaine de pages me semble-t-il, ou tout juste 100 pages, et qui est très important de par la thématique qu'il aborde. En revanche, je précise tout de suite que c'est un ouvrage beaucoup plus destiné à un public jeune que ne l'était Rouge, donc la langue est nettement moins sophistiquée, nettement moins poétique, nettement moins métaphorique. C'est un ouvrage beaucoup plus coup de poing, je dirais, mais coup de poing pour un public plus jeune. Je n'ai pas passé un mauvais moment, loin de là, j'ai trouvé que c'était un texte essentiel, d'ailleurs je vais le mettre à disposition de mes élèves dans ma classe, mais je n'ai pas fait une expérience esthétique ou même plus généralement de lecture transcendante, malgré encore une fois l'importance du sujet qui à mon sens justifie tout à fait la forme à la fois brève et finalement très peu poétique et édulcorée qu'on pourrait voir dans d'autres titres. Donc je trouve que voilà, la forme respecte bien la thématique traitée et que Pascaline Nolo s'en sort extrêmement bien, que son message est très bien véhiculé, mais voilà, ce n'est clairement pas mon ouvrage préféré de l'autrice, même si voilà, je salue vraiment le travail qu'il y a derrière ce titre et son importance. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il est très bref et que je pense vous avoir dit l'essentiel de ce que j'avais à vous dire, puisqu'encore une fois, je l'ai lu seulement hier, donc j'ai vraiment j'ai encore la plume dans la tête, l'histoire, bon, hormis les noms des personnages qui m'échappent systématiquement. Je ne pense pas pouvoir me tromper en donnant un avis comme celui que je vous donne sur ce titre-là. Je pense qu'il est tout à la fois essentiel, mais en même temps il ne correspond pas, je dirais, à ce que j'apprécie véritablement dans ce que propose habituellement Pascaline Nolo. Je vais passer à la suite et je vais vous parler d'un autre ouvrage que j'ai terminé il y a très très peu, Combat et métamorphose d'une femme d'Édouard Louis, que j'ai adoré aussi, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Donc dans ce texte, si vous êtes coutumier ou coutumière des titres d'Édouard Louis, vous savez que le plus souvent on va parler de déterminisme social, on va parler de la pauvreté et de la misère ouvrière dans les villes, dans les petites villes du nord de la France, et on va aussi beaucoup parler des relations de pouvoir au sein des couples et des ménages qui sont finalement défavorisés. Là, en l'occurrence, Édouard Louis va nous parler de l'histoire de sa mère et pour ce faire, il va partir d'une photographie simple que je vais vous montrer, qui montre sa mère avant qu'elle ait des enfants. Et c'est à partir de cette photo qu'Édouard Louis va créer toute une espèce de théorie, d'analyse de sa mère. Et hop, je vous montre la photo, elle est juste là. Et que voilà, qu'il va pouvoir aborder finalement toutes les interrogations qu'il a eues au sujet de sa mère,
tout en finalement généralisant un petit peu ce que sa mère peut représenter, ce que les choix de sa mère peuvent représenter, pour en faire presque une théorie sociale, je dirais. Mais je trouve que l'ouvrage est moins politisé que ne l'était Qui a tué mon père. Voilà, je le précise. Déjà, on a moins la dimension du monde du travail, puisque la mère d'Édouard Louis ne travaille pas pendant une très très longue partie de l'ouvrage. Mais on va avoir vraiment cette critique de l'oppression des hommes dans les ménages, du manque d'autonomie des femmes à bien des égards, et de l'oubli finalement complètement de l'identité même et de leur personnalité, de leur individualité par la société, mais aussi par les enfants. Il montre que sa mère est oubliée de tous, tout à la fois de la société, de sa famille, de ses amis, de ses enfants, puisque finalement, tout ce qu'elle fait, c'est considéré comme étant normal d'une part, et puis à force de s'éclipser derrière les volontés et les besoins de tout un chacun, finalement, cette mère en vient à perdre son autonomie, à perdre ses goûts propres, à perdre ses aspirations personnelles, ses rêves, et c'est finalement tout ce qu'Édouard Louis va décrire ici. Il va également parler de la relation de rupture qu'il va avoir avec elle lorsqu'il est adolescent et qu'il finit par rentrer au lycée, ce qui va véritablement venir le faire rompre, je dirais, avec sa classe sociale d'origine. Bref, il y a toutes ces questions-là qui sont abordées, donc c'est intéressant, c'est bien écrit, c'est simple. Je pense que tout le monde peut faire la lecture de ce titre et plus généralement de l'œuvre d'Édouard Louis qui est très accessible. Et ce qui est très fort, c'est justement qu'avec une plume extrêmement simple, il arrive à retranscrire des choses, à proposer des analyses qui sont tout à fait pertinentes, intéressantes, et encore une fois, je ne peux que vous recommander de découvrir cet auteur, puisque je pense avoir aimé tous les titres que j'ai lus. Je suis en train de vérifier, mais alors j'en ai seulement lu 3. Celui-ci est le 3e. J'ai lu En finir avec Eddie Bellegueule, j'ai lu Qui a tué mon père et j'ai lu Combat et métamorphose d'une femme. Et les 3 étaient vraiment très pertinents, très intéressants comme je vous le disais. Et je ne peux que vous inviter à le découvrir si vous aimez notamment Annie Ernaux, parce que je trouve qu'il y a une espèce de résonance entre ces deux auteurs, même si Édouard Louis a un peu plus de 30 ans et que Annie Ernaux, bon, maintenant est assez âgée. Donc évidemment, les réalités dont il témoigne ne sont pas tout à fait les mêmes, mais je dirais que le processus de dissection du réel, en revanche, est un petit peu similaire, de dissection aussi des fonctionnements politiques, des oppressions des classes, des déterminismes sociaux. Tout ça, finalement, ce sont des thématiques que vous allez retrouver chez les deux auteurs, et je pense que encore une fois, si vous aimez Annie Ernaux, bien que la plume soit complètement différente de celle d'Édouard Louis, je pense que vous y trouverez votre compte très largement. Je poursuis avec Oli de Stephen King, qui est donc la dernière parution du maître de l'horreur, et pour le coup, je suis déçue. C'est la première fois que je suis véritablement déçue par un ouvrage de Stephen King. Il y a des ouvrages avec lesquels je suis moins, je dirais, en harmonie parfaite, qui me surprennent moins, que je trouve peut-être beaucoup moins bien écrit, beaucoup moins complexe. Mais celui-là, pour moi, c'était même pas écrit par Stephen King. Je n'ai pas du tout aimé. Alors, là où je vais un petit peu mesurer mon propos, c'est que si ce n'était pas un livre de Stephen King, je ne pense pas que j'aurais détesté ma lecture. Le problème est que lorsque je vois le nom de l'auteur, j'ai des attentes bien précises. Et ici, il y répond dans une très très faible mesure. J'aime beaucoup les descriptions, par exemple, c'est chez Stephen King. Je trouve qu'ici, c'est quelque chose qui est un petit peu absent. J'aime beaucoup les aspects surnaturels, fantastiques, donc vous oubliez tout de suite. Il n'y a aucunement du fantastique dans ce roman. C'est, alors, à l'arrière, donc en 4e, on nous dit il n'y a aucun élément surnaturel, juste du mal pur, non distillé. Ok, ben c'est ça. Sauf que c'est vulgaire, pornographique parfois, et très dérangeant dans la façon dont c'est amené. J'ai vraiment trouvé que c'était pour moi, c'est du true crime mal raconté. Donc pour moi, c'est comme si j'avais regardé une vidéo de Max Kayes par exemple et que c'était mal raconté. Bon, et pourtant j'adore ce que fait Max Kayes. Donc la question n'est pas là. J'adore suivre les faits divers, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis des années, les psychologies des serial killers. J'ai coupé abruptement, je suis désolée, mais j'ai peur de vous avoir spoilé. Donc j'explique un petit peu de quelle façon est construit cet ouvrage. Donc déjà, il est construit comme un puzzle. Vous avez plein de chapitres finalement qui vont s'imbriquer
les uns dans les autres, pour finir par vous donner la réponse de ce qui s'est véritablement passé, ce qui arrivait à certains personnages qui ont disparu. Nous, on suit majoritairement... donc, plusieurs personnages. On suit Emily et Rodney Harris, qui sont donc des anciens professeurs d'université. On suit Bonnie Dahl, la maman de Bonnie Dahl, qui fait appel à Holly pour retrouver sa fille qui a disparu. Et on va avoir également tout un tas de personnages secondaires qu'on ne connaît pas forcément, mais dont on va apprendre et découvrir l'histoire au fur et à mesure, qui vont disparaître aussi. Donc on a tout un tas de disparitions mystérieuses, une enquêtrice, et voilà, je vous en dis pas plus. Donc on est vraiment face à quelque chose de très très classique d'une part, mais également à quelque chose d'un petit peu feignant, je trouve. Parce que ce n'est pas parce que le scénario est classique et que donc on ne peut pas tomber dans des contresens qu'on tombe pas dans les écueils classiques de ce genre-là. Et en l'occurrence, pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Stephen King, il tire des ficelles, il crée des liens entre certaines histoires et l'histoire de Holly, puisque Holly, c'est un protagoniste qu'on retrouvait notamment dans... Alors attendez, je vais vous le dire, mais je ne trouve plus, mais vous suivez un protagoniste dans certains livres de Stephen King qui est policier, et donc Holly travaille avec lui. Donc au moment où on arrive à Holly, le livre, ce personnage est décédé, donc elle se retrouve seule et elle se sert un petit peu des conseils qu'il a pu lui donner au préalable pour construire au mieux sa carrière d'enquêtrice. Et voilà, en gros, donc vous avez déjà un écho à des titres qui ont été faits précédemment. Et puis vous avez cet élément qui habituellement pour moi est une qualité chez Stephen King, qui est de se servir de l'actualité pour créer un univers d'autant plus crédible et d'autant plus saisissant pour le lecteur. Le problème étant que ce titre il sort bien après le Covid, que pour moi nous souffrons finalement de ces espèces d'amnésie concernant cette période, alors avec tout de même une partie, je dirais, de conséquences psychiques qui est restante, ça c'est clair, mais on a cette amnésie d'une période finalement qui a été extrêmement dure, dans laquelle on a été cloîtré, on a été enfermé, on a été terrifié par des informations qui ont été tantôt fausses, tantôt vraies, etc. etc. Bref, donc sur le psychisme, tout ça, je dirais que c'est encore très actuel le Covid. Mais sur le vécu et les expériences, c'est déjà tellement distant parce que tout va tellement vite. Et le problème, c'est que dans la narration de cet ouvrage, le Covid prend une place tellement importante et il est le prétexte à des dissertations politiques qui n'ont pas forcément lieu d'être et qui ne sont pas forcément cohérentes dans le récit. Je ne critique absolument pas les prises de position politiques de Stephen King, mais en l'occurrence, je trouve qu'elles sont un petit peu déplacées dans ce titre-là, d'autant qu'on ne comprend pas en quoi elles pourraient servir le propos. On a l'impression qu'elles sont un petit peu là pour ancrer d'autant plus l'intrigue d'Holly dans le réel, mais aussi pour meubler quelque chose finalement assez inconsistant, parce que cet ouvrage il fait 520 pages, et je vous assure que l'histoire elle aurait pu être bouclée en 150 ou 200 pages de moins. Il n'y avait absolument pas besoin de s'étendre à ce point-là. Le paradoxe étant que je trouve que ce qui manque dans cet ouvrage, ce sont des vraies descriptions concrètes qui tendent véritablement à placer le lecteur dans un univers crédible. Ici, je dirais que l'actualité et que tout un tas de petites choses vont être les instruments de la fainéantise de l'auteur à créer un univers véritablement prenant, saisissant et crédible. Donc nécessairement c'était beaucoup moins bien que ce que j'ai pu lire de l'auteur d'habitude. Encore une fois, je souligne qu'il n'y a pas d'éléments fantastiques dans ce titre-là, donc si vous souhaitez lire un livre fantastique de Stephen King, vous oubliez Holly. Et voilà, pour ma part en tout cas, ça n'a pas été une franche réussite, et c'est bien la première fois que ça arrive à ce point-là, parce que je n'avais pas beaucoup aimé Joyland, mais tout de même, Joyland, je reconnaissais toutes les qualités que Stephen King pouvait avoir, encore une fois, dans ses descriptions, la psychologie de ses personnages, la succession des événements, la façon dont il s'en sert, dont il les instrumentalise pour faire finalement absolument ce qu'il veut de son lecteur. Là, c'est pas ça. Là, pour moi, Stephen King a essayé de faire ce qu'il voulait, mais moi, je suis restée complètement sur le côté, et c'est très dommage. Et je me rends compte que dans le précédent avis lecture, je vous ai présenté 2 autres titres que je n'avais... Alors, un que je n'avais pas aimé, qui était donc Mère absolument de Katie Roof, La Vorace et Holly. C'était mes 3 lectures à Athènes. C'était mes 3 lectures de vacances, et...
rien ne m'a plu. Voilà, j'ai vraiment pas eu de chance. Les 2 titres que je vous présente maintenant, ce sont de très très bonnes lectures, dont un coup de cœur qui est donc Mâchoire de Monica Ojeda, publié chez Gallimard. Alors je suis absolument désolée, il est tout abîmé. Parce que chez Gilbert Joseph, nous avons ces fameuses étiquettes d'occasion qui ont été ici collées directement à même la couverture. Et ce sont les couvertures papier de Gallimard, donc ça fait un petit peu sale et je m'en excuse. D'ailleurs, regardez, tout le dos est parti lorsque j'ai voulu enlever l'étiquette. Alors Mâchoire, ça va être compliqué d'en parler, très compliqué même, puisque c'est un titre qui flirte un petit peu, je dirais par moments, avec une forme de réalisme magique très glauque. C'est une autrice qui est donc équatorienne, qui propose ici un récit qui est d'une noirceur assez indicible, et c'est un ouvrage très dérangeant, sachez-le. Donc si je dois vous en faire une présentation, je pense que la 4e le fera nettement mieux que moi, puisque je l'ai terminé maintenant il y a à peu près 1 mois, que certes il m'a profondément marqué et que c'est un de mes coups de cœur de cette année, mais il a quelque chose d'assez impalpable et insaisissable, ce roman, et j'ai peur, voilà, d'oublier peut-être des éléments qui sont très importants dans la présentation du titre. Fernanda, une belle et insolente lycéenne, passionnée de littérature et de films d'horreur, se réveille pieds et poings liés dans une cabane au milieu de la forêt équatorienne. Sa kidnappeuse n'est pourtant pas une inconnue. Il s'agit de sa professeure de lettres, Miss Clara, une femme hantée par le souvenir de sa mère et harcelée depuis des mois par ses élèves dans un établissement catholique de l'Opus Dei, réservé aux élites de Guayaquil. Les raisons de cet enlèvement vont cependant vite se révéler, bien plus inattendues et complexes qu'une simple vengeance pour les humiliations subies. Un amour qui ne dit pas son nom, une trahison inespérée et les rites secrets d'une bande d'adolescentes intoxiquées par les creepypastas. Ces histoires d'épouvante devenues virales sur internet composent la trame surprenante et parfaitement maîtrisée de ce thriller psychologique sur la jeunesse, le sexe et la peur. Monica Ojeda décrit ici magistralement les relations passionnelles entre mère et fille, entre enseignante et élève, entre sœurs et meilleure amie. Elle recrée un monde féminin sans limite et sans merci, où le danger et le désir règnent comme une fascinante déesse à 2 têtes. Voilà, il y a exactement tout ça dans ce roman. Donc on va avoir des narrations distinctes, on va avoir d'un côté donc le point de vue, l'histoire un petit peu donc de cette professeure de français qui a vécu un traumatisme dans son établissement précédent et qui arrive dans ce nouvel établissement avec la volonté de repartir complètement à zéro alors que elle a vécu un véritable traumatisme dans le passé, qu'elle a beaucoup de mal avec les adolescents suite à ce qui a pu justement lui arriver. Et là, elle va essayer un petit peu de se reconstruire, de retourner à sa carrière, à son travail, en sachant que l'enseignement, ce n'est pas ce vers quoi elle pouvait tendre naturellement, mais c'est bien plus dans le mimétisme de sa mère qu'elle a choisi cette profession, puisque sa mère était donc anciennement professeure. Donc ça, c'est une des parties, c'est une des formes de narration de ce titre. Ensuite, nous avons plusieurs choses. Nous avons des espèces de flashbacks donc, de ce groupe de jeunes filles, donc Fernanda et ses amis, qui vont majoritairement évoluer dans une espèce d'ancien immeuble regagné par la végétation, dans lequel il y a donc des fuites d'eau, qui n'est absolument pas sécurisé, dans lequel elles vont se retrouver finalement seules et s'adonner effectivement à des rituels assez sombres, que ce soit des choses proches d'une espèce de magie, mais on va également avoir l'apparition d'un espèce de dieu très malsain. On va aussi avoir des interactions avec des garçons de leur âge qu'elles vont venir un petit peu titiller, qu'elles vont inviter donc dans ce lieu assez dérangeant, assez déroutant, et on a donc d'autres descriptions encore qui correspondent à ce qu'a pu vivre donc cette professeure de français au sein de... C'est pourquoi je dis professeure de français, ça c'est transfert. Donc Miss Clara, professeure de lettres, pardon, je dis de français par automatisme, mais donc on va avoir son vécu, son expérience avec ces jeunes filles qui ont donc un côté très très obscur que l'enseignante ne connaît pas mais qu'elle va très rapidement découvrir. On assiste à des scènes de moquerie et d'humiliation qui sont terribles, qui sont très très difficiles à lire et à vivre.
C'est vraiment un livre sur la perversion, toutes les formes de la perversion qui peuvent exister, sur la perversion de l'esprit, la perversion de la spiritualité, la perversion de la sexualité, c'est vraiment un ouvrage très très sombre, très mystérieux, très mystique, très onirique, très bien écrit aussi. Vraiment, je trouve que la plume est incroyable. Alors certes, c'est une traduction, mais ce style qui est à la fois poétique et très sale, c'était quelque chose. Si je dois un petit peu comparer, il y a clairement un écho avec Les dangers de fumer au lit. Mais voilà, c'était pas du tout abouti dans Les dangers de fumer au lit. Je vous en avais parlé, j'avais un petit problème avec la plume que je trouvais vraiment parfois trop cru compte tenu de ce qui était raconté, et je trouvais que voilà, le côté un petit peu prétendument sulfureux du titre reposait bien plus sur l'utilisation d'un langage vulgaire et cru à des moments inopportuns qu'à la description véritable d'éléments qui étaient dérangeants. Ici c'est l'inverse, ici vous avez vraiment des descriptions qui sont ignobles mais qui sont faites avec un vocabulaire, je dirais, beaucoup plus dense, beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus élégant. Et voilà, c'est ce qui fait que cet ouvrage est un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment adoré ma lecture. Je vous recommande de le découvrir si vous aimez ces ouvrages un petit peu sombres, un petit peu étranges, très dérangeants, très prenants aussi, parce que quand vous êtes en train d'en faire la lecture, vous avez beaucoup de mal à émerger, à sortir de cette atmosphère gluante qui est posée par l'autrice. Bref, vraiment, découvrez ce titre si vous aimez ce type d'univers et ce type de proposition. Je finis avec un classique qui a été, ma foi, beaucoup plus annoté que ce que je pensais. J'avais pas le souvenir de l'avoir autant annoté. Donc L'Assommoir de Zola, que j'ai terminé il y a 2 mois à peu près. Bon, alors sans surprise, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'en parle ici, mais ça va être assez succinct pour une raison simple, c'est que de toute façon je vais très prochainement vous faire une vidéo où je fais le point sur ma lecture de Zola, mon avancée dans le titre de Zola, comme j'ai pu le faire pour Dostoïevski ou pour Stephen King, et donc j'aurai l'occasion d'aborder bien plus en détail L'Assommoir. Cette histoire, si vous ne la connaissez pas, c'est celle de Gervaise, qui habite donc à Paris. Gervaise, c'est une des filles Macquart qui fuit. Alors on la rencontre, je crois, pour la première fois dans La Fortune des Rougon. On a une petite esquisse de sa vie, tout du moins en tout cas on sait qu'elle part pour Paris. Donc à Paris, elle va se retrouver mariée une première fois avec un homme qui s'appelle... avec donc Lantier, qui va devenir le père de ses enfants, notamment de Nana, que nous retrouvons donc dans les tomes suivants. Et on va suivre donc vraiment, ce livre, il est très dur. Il est très très dur. Je pense que vous en avez déjà entendu parler à de multiples reprises, donc je vais essayer de ne pas insister trop sur cet aspect-là. Sachez simplement que c'est une lecture dont on ne sort pas indemne. Nous suivons à l'initiale Gervaise avec Lantier et ses enfants qui vivent dans un appartement minuscule dans lequel elle peine à exister tout simplement. Elle vit avec un mari qui est violent, qui ne la respecte pas, qui la trompe, qui l'humilie. Bref, tout un tas de choses qui font que Gervaise est dans une situation d'une part extrêmement précaire d'un point de vue matériel et financier, mais également d'un point de vue, je dirais, de son intégrité personnelle et propre. Voilà. Donc Lantier va finir par s'en aller et Gervaise va par la suite donc rencontrer un homme, Coupeau, qui semble sur bien des aspects très différents de Lantier, très compréhensif, très doux, très à l'écoute, très aidant, très aimant, et bien qu'il ne soit pas le prince charmant entre guillemets, Gervaise va s'attacher profondément à cet homme et un petit peu cristalliser sur lui les espoirs d'une vie qu'elle ne s'imaginait plus mener suite à ses mésaventures avec Lantier. Et on va suivre un petit peu toutes ces histoires jusqu'à finalement une descente aux enfers qui est lente, qui est très très lente. Gervaise, elle va
petit à petit, on a l'impression finalement que c'est un personnage qui parvient à regagner la lumière et qui très très vite retombe dans les ténèbres. On a cette espèce d'ascension qui est lente également et qui montre que Gervaise a conscience de la chance qu'elle a, de la deuxième chance qu'elle a lorsqu'elle rencontre Coupeau, qu'elle s'émancipe vraiment du joug finalement d'un homme, qu'elle se met à travailler plus et pour elle. On a donc, je dirais, une partie du roman qui est finalement assez améliorative, positive, avec des descriptions de Gervaise qui la mettent à son avantage sur ses capacités, encore une fois, de travail et même d'éducation à certains moments. Bon, ensuite, on a encore une fois cette descente aux enfers qui est d'une violence assez inouïe, qui est très progressive et qui est d'autant plus anxiogène qu'elle est progressive, puisque on a tellement d'espoir pour Gervaise, on a tellement envie d'y croire, on a tellement envie que ce soit un personnage qui s'en sorte, on est tellement attaché à elle, on a tellement d'empathie, on voit tellement la façon qu'elle a de subir la misère, tout ce qu'elle aimerait voir différent. Alors certes, elle change à de multiples reprises, parfois on a du mal à comprendre ses réactions, mais c'est un personnage profondément humain, profondément aimant, qui fait de son mieux, qui s'est battu, qui a toujours essayé de recoller les pots cassés, de construire quelque chose malgré un terreau qui était catastrophique à l'initiale. Et voilà, on peut que avoir de l'empathie, encore une fois, pour ce personnage qui est décrit par Zola, avec beaucoup de tendresse. C'est quelque chose qui est assez bouleversant dans les descriptions qui sont faites dans l'Assommoir, c'est que Zola a beaucoup de tendresse pour son personnage, et même si cette tendresse a tendance à se muer parfois en d'autres émotions qu'on veut voir susciter chez le lecteur, c'est ce qui domine. Et je pense que c'est un des rares personnages dans les Rougon-Macquart que... Alors, si, il y a d'autres personnages tout de même qui sont vraiment décrits pour leur pureté, pour leur grâce. Je pense à Miette, je pense à Silver, donc dans La Fortune des Rougon. Il y a des personnages qui sont décrits pour leur qualité humaine, leur grandeur d'âme, leur investissement, leur tout. Bref, tout leur intégrité, leur sens moral. Et Gervaise, elle fait un petit peu partie de ces personnages-là, sauf qu'elle n'a vraiment... qu'elle ne fait pas les bons choix, et que parfois elle ne peut pas les faire, qu'elle n'a pas toujours les moyens de les faire, qu'elle est toute seule aussi, que le spectateur, le lecteur est vraiment spectateur de sa chute et spectateur de son agonie, et c'est long, c'est dur, c'est vraiment dur, mais c'est magistralement fait par Zola. Les descriptions sont incroyables, vraiment, encore une fois, c'est un ouvrage d'une très très grande qualité littéraire, avec, je trouve, une précision, une minutie dans tout un tas de choses. Bref, toutes les qualités de Zola sont réunies dans ce titre. C'est un petit peu l'apothéose, l'apogée. De toute façon, je pense que c'est l'ouvrage dont vous avez le plus entendu parler concernant Zola, soit celui-ci, soit Germinal. Mais ce n'est vraiment pas pour rien. Il est vraiment incroyable, ce roman. Sachez simplement, lorsque vous le commencez, que c'est un livre qui est rude émotionnellement, qui ne vous laissera pas indifférent, qui va marquer votre vie de lecteur, qui va changer aussi votre vie de lecteur. Mais je ne peux que vous encourager à en faire la lecture, et vous le retrouverez également, je pense, dans mes meilleures lectures de l'année 2024. J'espère que cette avis lecture n'était pas trop anarchique. Je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai beaucoup de mal à filmer actuellement, à me concentrer, à me poser devant la caméra, à trouver les mots, et comme j'ai peu de temps, je ne peux pas travailler mes vidéos en amont, les scripter un petit peu, ou à minima noter quelques mots pour mes avis lecture. C'est vrai que je fais ça assez spontanément lorsque j'ai le temps de prendre la caméra, donc je m'excuse s'il y a un côté un petit peu fouillis dans les avis que je vous ai proposés. J'espère tout de même que vous aurez trouvé des titres qui vous intriguent et qui vous donnent envie un petit peu de faire de nouvelles découvertes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce qui vous a intrigué ou ce qui vous a plu. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt.